Saviez-vous que l'intelligence artificielle pourrait remplacer 400 à 800 millions d'individus dans leur travail d'ici 2030 ? Ah, le grand remplacement prend soudainement tout son sens lorsqu'on s'éloigne des théories d'extrême droite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans His Theory. Superbe accent. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me fait bien flipper, la géopolitique de l'intelligence artificielle. Yann LeCun, chercheur en intelligence artificielle au Collège de France, ex-directeur du programme Facebook Intelligence Research, définit cette technologie comme un ensemble de techniques permettant à des machines d'accomplir des tâches et de résoudre des problèmes normalement réservés aux humains et à certains animaux. Et grosso modo, ces techniques se traduisent par l'élaboration d'algorithmes qui, à partir de données, vont permettre de configurer les actions des dites machines. Typiquement un ordinateur. Yann LeCun, en plus d'avoir un CV en béton, est l'inventeur de ce qu'on appelle le deep learning, en opposition avec le machine learning. Ce sont deux techniques d'intelligence artificielle différentes. Le deep learning va permettre à la machine de s'adapter de manière autonome à son environnement. Et effectivement, l'algorithme va être capable d'analyser les forces et faiblesses qui l'entourent, contrairement au machine learning qui implique une action mécanique et répétitive. Pour illustrer plus concrètement ce qu'est le deep learning, on va prendre l'exemple d'un ordinateur qui va devenir super fort aux échecs, à force de jouer contre plusieurs individus. Il va retenir leurs techniques et même les améliorer. D'ailleurs, l'ordinateur est devenu un outil formidable pour l'apprentissage de cette discipline. En développant ces machines programmées, tu te dotes d'une capacité d'action et d'anticipation absolument époustouflante. Et au-delà du travail sur des sujets plus stratégiques, comme le militaire, l'exploration spatiale, ou la médecine, l'intelligence artificielle est en train de devenir un facteur déterminant pour l'évolution des relations internationales et, plus spécifiquement, de la géopolitique. Pour concevoir les algorithmes, il faut de la donnée. Vous l'avez compris, ces dernières sont le charbon de la locomotive. D'ailleurs, en parlant d'énergie fossile, le Big Data Analytics, qui se traduit par l'ensemble des techniques de traitement et d'analyse de données de masse, tend à devenir un investissement aussi sûr que le pétrole sur les marchés financiers. Bref, la puissance d'un pays sur la scène internationale s'évalue sur la quantité de données qu'il arrive à capter, puis à exploiter. Cette nouvelle concurrence géopolitique est de ce fait polarisée par la Chine et les États-Unis. Premièrement, les Chinois ont su rapidement passer d'une stratégie d'imitation à une politique d'innovation concurrençant les États-Unis et leurs sociétés dans la captation et le traitement des données. En 2017, une loi de surveillance est adoptée par l'Assemblée nationale populaire, obligeant les entreprises et les citoyens à coopérer avec les institutions nationales. À savoir que le nombre de smartphones en circulation en Chine est de 850 millions avec toutes les données personnelles que cela implique. En 2017, le Forum économique mondial estimait à 4,6 millions le nombre de Chinois diplômés en mathématiques, en technologie et en ingénierie. C'est 8 fois plus que les USA qui comptent 4 fois moins d'habitants. D'ailleurs, les dépenses en recherche et développement du géant asiatique ont été multipliées par 12 entre 2000 et 2018. Date à laquelle cette superpuissance dépasse les États-Unis en termes de publications scientifiques. La société Huawei, le flagship technologique de Pékin, est celle qui dépose le plus de brevets au monde. De plus, la Chine est la première mondiale en termes de propriété intellectuelle relative aux technologies de l'information et de la communication. Bref, elle a donc une profusion de données sous la main et les moyens de l'exploiter. Pour Kai-Fu Lee, la Chine est l'Arabie Saoudite de la donnée. Elle se retrouve assise sur une colossale réserve de la principale matière stratégique du XXIe siècle. Elle a totalement rattrapé son retard technologique sur les États-Unis. Conscient de la menace chinoise, l'administration Trump avait clairement commencé à faire la guerre à Huawei, notamment en interdisant à ses entreprises de se fournir en équipement chez cette société. Par la suite, soucieux de la popularité du réseau social en ligne TikTok sur son territoire avec ses 100 millions d'utilisateurs, il fit en sorte que l'application se sépare de l'entreprise chinoise ByteDance et que ses données soient stockées dans le cloud d'Oracle Walmart. C'est la première fois qu'une application originale chinoise séduit autant la jeunesse états-unienne. Mais en termes d'accès aux données, les USA peuvent aussi compter sur leurs géants numériques, les fameux GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, qui brassent une quantité folle de données et que vous connaissez mieux que les pas moins importants BATX chinois, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi.
Les deux pays capteraient 70% des bénéfices de l'IA d'ici 2030. C'est un quasi bimonopole. Et on est dans le cadre d'une concurrence bipolarisée, comme lors de la guerre froide, avec d'un côté les États-Unis et de l'autre l'URSS. En fait non, ce parallèle est douteux. Pendant la guerre froide, on était plus dans une configuration géopolitique avec une concurrence qui opposait deux entités étatiques. Dans ce nouveau cas de figure, on a certes l'État chinois qui serre la vis autour de ses sociétés, mais le poids géopolitique des États-Unis est surtout matérialisé par des entreprises autonomes qui n'ont de compte à rendre à personne. Les dirigeants de ces structures ont, de par leur fortune personnelle, les moyens de concurrencer des pays entiers. Jeff Bezos, qui dirige Amazon, avait en novembre 2020 une fortune d'un montant de 183 milliards d'euros. C'est l'équivalent du PIB du Qatar. Bill Gates, avec Microsoft, c'est environ 128 milliards d'euros, ce qui correspond au PIB du Koweït. Ou alors, on a Mark Zuckerberg avec ses 102 milliards d'euros qui s'apparente plus au PIB de Cuba. On se situe dans un contexte de relations internationales dit constructiviste, avec des acteurs privés qui tendent à rendre obsolète le rôle des États, qui étaient pourtant les principaux artisans de ces relations il y a encore quelques décennies en arrière. Pour nous autres Européens, les chiffres sont légèrement inquiétants. En 2017, l'Amérique du Nord a investi 23 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle. L'Asie, 12 milliards d'euros. Et nous, un truc du genre 4 milliards d'euros. Nos entreprises se font racheter, comme en 2016 avec l'exemple du britannique DeepMind par Google, ou comme avec KUKA, une société robotique allemande reprise par le chinois Midea la même année. On manque de projets concrets en Europe et une fuite des cerveaux conséquente. 75% des fondateurs d'entreprises dans la Silicon Valley ne sont pas des États-Uniens, et 240 000 Européens y travaillent. Si on loupe le coche de l'intelligence artificielle, on risque de devenir une colonie numérique. Notre retard en termes de captation des données personnelles est trop important pour être résorbé. Pourtant, Cédric Villani explique qu'on peut néanmoins s'appuyer sur un marché de 500 millions d'individus pour le développement de technologies de pointe. La Commission européenne d'Ursula von der Leyen explique que l'Europe, grâce à des structures déjà existantes, peut produire de la high-tech capable de concurrencer les deux géants. Nous avons accès à tout un tas de données industrielles qui peuvent permettre l'émergence d'applications adaptées aux nouvelles problématiques de la santé et de l'environnement. Par ailleurs, l'intérêt pour le New Space est grandissant, et des entreprises ont tout intérêt à se saisir de ce domaine qui, par l'exploitation de données satellitaires, pourrait permettre de développer tout plein de technologies relatives à la navigation, à la télécommunication ou à l'observation terrestre, qui sont cruellement importants pour l'industrie, la santé et le développement durable. Alors, on a plusieurs idées de scénarios relatifs au développement de l'intelligence artificielle. Les plus optimistes, qui empruntent une vision marxiste, voient dans ces progrès technologiques une corde d'abondance qui permettrait une création de richesse pour toutes et tous, sans éprouver le travailleur avec des tâches pénibles. Mais je ne suis pas sûr que les milliardaires de la data voient ça du même œil. La charité est rarement aussi instinctive. En devenant maîtres de cette technologie, ils peuvent accroître l'état de dépendance qu'entretiennent les acteurs internationaux à leurs égards. Les gens qui détiennent ces algorithmes tout-puissants ne sont pas des États et n'ont aucun compte à rendre en termes d'intérêt général. Ils pourraient totalement faire croître leur richesse, rendant la société encore plus inégalitaire, faire trimer tout plein de gens pour se réserver les conforts que permettent le développement de l'intelligence artificielle, et développer des projets mégalomanes, comme l'accès à la vie éternelle, ou l'établissement de colonies sur de planètes inhabitées. Alors mon discours peut paraître un peu extrême et alarmiste, mais les manias de la donnée n'ont pas l'air d'être super portés sur la charité. En pleine crise Covid, entre le 1er janvier et le 17 avril 2020, la fortune de Jeff Bezos s'est accrue de 24 milliards d'euros. Il n'a pas tenu bon de partager ses ressources avec les nouvelles personnes en détresse, ou juste avec ses employés. Et ne me parlez pas de ces fondations de charité défiscalisées. Bon, je suis mauvaise langue, on a le contre-exemple de Melinda et Bill Gates qui organisent des campagnes de vaccination massive en Afrique et dépensent des fortunes pour le bien commun. C'est ultra respectable, GG à eux, mais c'est bien les seuls. Puis franchement, quand tu vois les conditions de travail dans ces grands groupes, qui se traduisent généralement par du harcèlement moral ou par de la mise en concurrence toxique entre les salariés, ça te donne déjà une idée de la mentalité des gars. On s'émerveille tous des prouesses de SpaceX et de son dirigeant Elon Musk. Putain, si vous saviez comment il écrase ses salariés pour arriver à ces résultats en si peu de temps, vous seriez scandalisés. Les témoignages de certains ouvriers des usines Tesla en Californie, société automobile que possède aussi Musk, sont stupéfiants. Surveillance illégale, coercition et intimidation sont au rendez-vous.
Concernant son projet de conquête martienne, il aimerait se réserver le droit d'établir sa propre législation, s'érigeant comme l'autorité principale en cas d'une colonisation de Mars organisée par ces sociétés. Et je ne vous parle même pas des dégâts que cette course à l'espace peut provoquer sur l'environnement extraterrestre. Mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo sur les dangers de la privatisation de l'espace. Bon, encore une fois, évitons de nous montrer trop alarmistes. Toujours du côté de l'Europe, on a une réelle prise de conscience des États. Des amendes de 2,4 milliards de dollars et de 4,3 milliards de dollars ont été infligées à Google par la Commission européenne en 2017. Puis la RGPD, l'une des lois transnationales les plus ambitieuses pour protéger les données des utilisateurs, a vu le jour. On peut contraindre l'ensemble des acteurs étrangers sur le sol européen avec cette seule règle. C'est un Privacy Shield universel qui facilite le dépôt de plaintes qui seront examinées par le Comité européen de protection des données avec de lourdes sanctions. Si faute grave il y a, une amende pouvant aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires du fautif peut être infligée. Même si ce règlement est encore un peu compliqué à mettre en place dans les faits, la RGPD s'érige comme un exemple universel. Toujours en Europe, en 2018, la Commission apporte un cadre légal relatif à l'intelligence artificielle. Puis en pleine crise Covid, Richard Branson demande 500 millions de livres au Royaume-Uni pour sauver sa compagnie aérienne, Virgin Galactic. Comme quoi, les États ont encore du bon. Et de manière générale, je pense qu'il nous appartient à nous autres citoyens d'être consciencieux sur l'évolution de notre société et d'apporter notre réflexion sur la construction d'un futur commun. Ces gens utilisent nos données pour concevoir leur technologie. À nous aussi de nous protéger efficacement. Oui, c'est nul comme conclusion, mais je n'avais pas d'autre idée. Bref, j'espère que ce format vous aura plu et qu'il vous aura fait un peu cogiter. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à venir me suivre sur Instagram afin d'échanger avec moi. Merci à vous, je vous embrasse.